Ma mère a déplacé sa fête d'anniversaire au jour de mon mariage, car elle pensait que tout le monde la choisirait. J'ai changé une seule ligne sur chaque invitation, 1 heure plus tard, son téléphone n'arrêtait plus de sonner. Ma mère m'a souri de l'autre côté de la table couverte d'une nappe en lin blanc, et m'a annoncé qu'elle avait déplacé sa fête d'anniversaire au jour de mon mariage. Elle l'a dit de la manière dont elle disait toujours les choses importantes, doucement, gentiment, avec un petit hochement de menton, comme si elle m'offrait un cadeau et non une blessure. La bougie entre nous a vacillé au passage du serveur, et pendant une seconde absurde, tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était l'odeur des pétoncles saisis et le bruit des glaçons qui se tassaient dans mon verre d'eau, car mon cerveau refusait d'assimiler ce qu'elle venait de dire comme quelque chose qui s'était réellement produit, à voix haute, dans un restaurant, 3 semaines avant que je ne doive épouser l'homme assis à côté de moi. Tout le monde devra choisir, dit-elle. Et je crois que nous savons toutes les deux qui ils choisiront. Mon père a levé sa coupe de champagne. Les diamants de ses boutons de manchette ont capté la lumière du restaurant et l'ont projeté sur la nappe. Fille intelligente, dit-il, et il ne s'adressait pas à moi. Pendant une seconde, je n'ai plus rien entendu. Ni le cliquetis des couverts autour de nous, ni le faible bourdonnement du restaurant. Pas même les battements de mon propre cœur. J'ai juste senti la main de Daniel se resserrer sur la mienne sous la table. Ce n'était pas de la panique, mais un avertissement. Il connaissait ma mère. Il connaissait la nuance exacte de douceur qu'elle employait juste avant de démolir quelqu'un en public. « Tu l'as déplacé ?» ai-je demandé. « Ton père et moi sommes mariés depuis 35 ans, a dit Evelyn Harrington. Ça compte. Les gens comprennent la tradition. Mon mariage compte aussi. » Elle a ri, d'un rire doux et musical. Le rire qu'elle utilisait lors des galas de charité, quand un donateur disait quelque chose qu'elle trouvait à la fois charmant et stupide. Bien sûr que ça compte, ma chérie. Mais les gens devront choisir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis restée très immobile, car j'avais appris il y a longtemps que ma mère se nourrissait de larmes comme d'autres se nourrissent de sucre. Et je n'allais pas être son dessert. Mais cette nuit-là, après être rentrée chez moi et m'être assise seule dans ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert, quelque chose en moi est devenu froid, silencieux et très, très clair. Et cette clarté est la seule raison pour laquelle j'ai remarqué ce que j'ai remarqué 3 jours plus tard. Enterré dans une boîte mail qui n'était pas censée être vue par moi. Je devrais revenir en arrière. Je m'appelle Mara Harrington. J'avais 33 ans, directrice de la communication pour un système de santé de taille moyenne à Charleston. Le genre de travail où l'on apprend à cerner l'ambiance d'une pièce, à repérer un mensonge dans un communiqué de presse, et à ne jamais dire la vérité à voix haute avant d'avoir 3 sources pour la confirmer. J'étais avec Daniel Whitmore depuis 4 ans. Il était analyste de données pour une entreprise de logistique maritime. Silencieux. Précis. Le genre d'homme qui rangeait ses épices par ordre alphabétique et qui, en 4 ans, n'avait jamais oublié l'anniversaire de ma mère, même si elle avait passé la plupart de ce temps à laisser entendre qu'il n'était pas assez bien pour moi. Nous préparions notre mariage depuis 14 mois. Magnolia House, une vieille demeure de Charleston avec des jardins qui semblaient intimes plutôt que grandioses. L'église de ma grand-mère réservée pour la cérémonie. Une liste d'invités de 140 personnes, dont la moitié étaient des amis de mes parents, des donateurs et des connaissances de l'église. Car dans ma famille, les mariages n'étaient jamais de simples mariages. C'étaient des preuves de statut social. Ma mère était la présidente des événements spéciaux de la Harrington Family Foundation, une œuvre de charité que mon grand-père avait créée 40 ans plus tôt, qui finançait une aile pédiatrique à l'hôpital régional pour enfants et un programme de bourse pour les étudiants de première génération. Sur le papier, c'était la chose la plus respectable que notre famille ait jamais faite. Ma grand-mère, Elise Harrington, siégeait encore au conseil d'administration à 84 ans, tranchante comme une lame et 2 fois moins impressionnée par les excuses de qui que ce soit. Mon père, Robert Harrington, était le trésorier de la fondation. Il l'était depuis 11 ans. Je vous raconte tout cela maintenant, car rien de tout ça ne semblait important le soir du dîner. C'était juste un décor de fond, le genre de fait familial qu'on ne remarque plus parce qu'on a vécu dedans toute sa vie. Le premier signal d'alarme,
celui que je n'ai compris que bien plus tard, est survenu 2 semaines avant ce dîner. J'étais passé chez mes parents pour déposer une figurine de gâteau que ma mère insistait pour approuver personnellement, et j'ai trouvé mon père penché sur son ordinateur portable, sur l'îlot de la cuisine, à 10 heures du soir. La lumière de l'écran creusait des ombres dures sous ses yeux. Il a fermé l'ordinateur portable très vite quand je suis entré. Plus vite qu'un homme ne ferme un ordinateur portable quand il consulte simplement les résultats sportifs. « Tu travailles tard ?» ai-je demandé. « Des trucs de la fondation ?» a-t-il dit. « Des trucs ennuyeux. Va te coucher. » Je n'y ai plus pensé. Pourquoi l'aurais-je fait? Mon père avait toujours été le plus calme. Le mur contre lequel les tempêtes de ma mère se brisaient, l'homme qui signait des chèques, hochait la tête au gala et parlait très peu. J'avais passé 33 ans à supposer que son silence signifiait la stabilité. J'allais apprendre, lentement puis d'un seul coup, qu'il n'avait jamais signifié que la complicité. J'ai bien raconté à ma meilleure amie, Lena Brox, l'anecdote de l'ordinateur portable, principalement comme une blague, car Lena connaissait ma famille depuis assez longtemps pour trouver l'évasivité de mon père amusante plutôt qu'alarmante. Peut-être qu'il a une équipe de fantasy football, a-t-elle dit en buvant un verre cette semaine-là. Robert Harrington, secrètement nul au fantasy football. Je paierais pour voir ça. Nous en avons ri. Je veux être honnête sur le fait que j'en ai ri, moi aussi. Jusqu'au moment où il n'a plus été possible d'en rire. Le dîner a eu lieu un jeudi. Le vendredi matin, Evelyne avait déjà appelé 11 parents, pleuré au téléphone avec 3 d'entre eux, et réservé la grande salle de bal du Fairmont pour ce qu'elle appelait désormais une célébration d'anniversaire marquante. Famille seulement, discrètement avancée. Elle a dit aux gens que mon mariage avait été reporté. Elle a dit à ma tante Rebecca que les parents de Daniel avaient refusé de payer pour les fleurs. Elle a dit au comité de prière de l'église que j'étais sous pression émotionnelle et que j'avais besoin de prière, pas de félicitations. J'ai appris le commentaire de l'église par Daniel, qu'il a appris de sa propre mère, Suzanne, une femme discrète de l'Oregon qui n'avait jamais été autre chose que gentille avec Evelyne, et qui avait été récompensée par l'étiquette de « provinciale simplette » dans son dos. J'ai gardé ça pour moi pendant une journée. Je me suis dit que ce n'était rien de nouveau, juste Evelyne étant Evelyne. Une tempête qui passerait et laisserait tout le monde légèrement humide et épuisé, comme toujours. Je me suis dit que je pouvais l'ignorer. Puis le traiteur a appelé pour confirmer un changement du nombre de convives pour l'événement d'anniversaire et a mentionné, presque en passant, que 8 invités de ma propre liste de mariage avaient déjà appelé pour demander si mon mariage avait toujours lieu. Mes mains sont devenues froides en tenant le téléphone. C'est à ce moment-là que la rationalisation a cessé de fonctionner. Elle n'avait pas seulement organisé une fête. Elle avait activement, délibérément, dit aux gens que le mien était annulé. Cette nuit-là, j'ai ouvert la maquette numérique de chaque invitation de mariage. Je n'ai pas touché à la date. Je n'ai pas touché au lieu. J'ai changé une seule ligne, la ligne des hôtes, conjointement avec leur famille, Mara Harrington et Daniel Whitmore ont l'honneur de vous convier, Mara Harrington et Daniel Whitmore ont l'honneur de vous convier à leur mariage, suite à un différend familial privé au cours duquel Evelyne Harrington a faussement annoncé son annulation. J'ai approuvé une livraison express à chaque nom sur la liste, y compris chaque parent, chaque voisin, chaque ancien de l'église que ma mère avait personnellement invité à son gala d'anniversaire hâtivement rebaptisé. Son téléphone a commencé à sonner 1 heure plus tard. À minuit, elle m'avait appelé 11 fois. Je n'ai pas répondu. Daniel était assis à côté de moi sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, rafraîchissant notre boîte de réception de mariage alors que les messages s'accumulaient. Tante Rebecca voulait savoir s'il était vrai que la famille de Daniel avait refusé de contribuer. Madame Parker de l'église voulait savoir si j'avais besoin de prière pour ma tension émotionnelle. Oncle Glenn a dit que quelque chose clochait et que notre grand-mère nous entrait tous si nous manquions ce mariage. Elle a dit aux gens que tu étais instable, a dit Daniel, les yeux fixés sur son écran. C'est son mot préféré, ai-je dit. Pour les femmes qui disent non. Mon téléphone continuait de s'allumer. Maman, papa, maman à nouveau. Finalement, un SMS. Tu m'as embarrassé. J'ai répondu par 4 mots.
Non, je t'ai corrigé. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Puis, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment avant de répondre. Toi non plus. Je l'entendais comme une petite chose tranchante, une porte qui se ferme. Je n'avais aucune idée cette nuit-là à quel point c'était littéralement vrai. Le lendemain matin, ma sœur Claire a appelé. Claire avait 31 ans, 2 ans de moins que moi, et avait passé toute sa vie à éviter les conflits en étant tranquillement d'accord avec la dernière personne qui parlait, ce qui signifiait généralement nos parents. Maman est hystérique, dit-elle, sa voix prudente, comme elle le devenait quand elle choisissait un camp sans l'admettre. Elle a menti sur mon mariage. Elle dit que tu l'as fait passer pour quelqu'un de cruel. Elle est cruelle. Claire est devenue silencieuse, puis a baissé la voix, comme si elle vérifiait qu'une porte était fermée de son côté. Elle a dit quelque chose qui n'avait rien à voir avec le mariage. Mara, sais-tu quelque chose à propos du contrat du Fairmont? Papa est bizarre avec le compte de la fondation depuis un mois. Lui et maman ont eu une dispute énorme à propos de factures il y a 2 semaines. Je n'ai entendu qu'une partie. Quelque chose à propos de Renata. Je ne connaissais pas de Renata. Je lui ai dit que je devais y aller, que j'avais un mariage à sauver, et j'ai raccroché, me disant que ce n'était rien. Une dispute d'adultes sans rapport, à propos d'argent, qui n'avait rien à voir avec moi. Je me le suis répété 2 fois de plus avant de cesser d'y croire. À midi, une femme du Fairmont a appelé mon portable par erreur, pensant avoir joint ma mère. Nous avons eu 12 annulations ce matin, a-t-elle dit, d'un ton désolé et un peu embarrassé. Quelques invités demandent si le mariage Harrington a bien lieu. Il a lieu, lui ai-je dit. Et il avait lieu. Et pendant un moment clair et satisfaisant, cela semblait être toute l'histoire. Mère mesquine, fille mesquine, une invitation corrigée. 73 invités qui reconfirmaient leur présence le dimanche suivant. Une histoire avec une forme bien nette. Ce n'était pas toute l'histoire. Toute l'histoire se trouvait dans la boîte mail de mon père, et je l'ai trouvée complètement par accident 2 jours plus tard, le samedi avant mon mariage, parce que son ordinateur portable ne parvenait pas à se connecter au Wi-Fi invité de mon appartement et il m'a demandé de le réparer. Je suis, de par ma profession, une personne qui lit les choses attentivement. C'est la seule compétence que mon travail ait jamais vraiment exigée. Alors, quand j'ai ouvert son client de messagerie pour vérifier les paramètres de synchronisation du compte, je ne cherchais rien. Je faisais simplement ce que je fais toujours, c'est-à-dire lire ce qui est à l'écran en face de moi. La ligne d'objet m'a glacé sur place. Urgent, divergence formulaire 990, facture fournisseur T3. L'email venait de quelqu'un nommé Renata Ozay. J'ai cliqué avant de pouvoir me retenir, et je n'ai jamais de toute ma vie moins regretté ma curiosité. Renata Ozay, j'allais l'apprendre plus tard, était une comptable judiciaire, une experte comptable avec 11 ans d'expérience dans l'audit des finances d'organisations à but non lucratif, pour un cabinet que la Fondation avait engagé l'année précédente en prévision d'un examen inhabituellement minutieux de l'IRS. Son email à mon père faisait 3 paragraphes et utilisait des mots comme « déclaration inexacte significative », transaction entre parties liées, et « incapable de certifier ». Et vers la fin, une phrase qui m'a fait tomber l'estomac au fond des talons. Les factures de Magnolia Events Group pour le gala de printemps, le déjeuner de juin et le dîner des donateurs d'octobre totalisent 61 400 $ de plus que ce que les propres registres du fournisseur indiquent comme reçu. J'ai besoin d'une explication avant lundi, où j'ai l'obligation professionnelle de le signaler dans mon rapport au conseil d'administration. Magnolia Events Group. Je connaissais ce nom. C'était l'agence événementielle que ma mère utilisait pour toutes ses fêtes personnelles depuis 3 ans, y compris, j'allais l'apprendre, ma propre fête prénuptiale, qu'elle avait gracieusement proposé d'organiser, pour ensuite en facturer une partie à la fondation comme un « événement de cultivation des donateurs ». Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert l'email suivant dans le fil de discussion, puis le suivant, et celui d'après, remontant sur 14 mois. 14 mois, la durée exacte de mes fiançailles. Pendant environ 6 heures, je me suis dit qu'il y avait une explication. Les organisations à but non lucratif sont compliquées.
C'était peut-être une erreur de comptabilité, un remboursement mal étiqueté, quelque chose de sec et d'ennuyeux qu'une comptable intelligente réglerait d'ici lundi après-midi. Je me suis dit cela alors que j'étais assise dans ma propre cuisine, la veille de la répétition de mon mariage, transférant des captures d'écran à Daniel, mes mains n'étant toujours pas tout à fait stables. Daniel les a lues 2 fois, à la table, en silence total. Le silence particulier d'un homme qui travaille avec les chiffres et qui vient de trouver un schéma qu'il ne voulait pas trouver. Mara, dit-il finalement. Ce n'est pas un remboursement mal étiqueté. C'est 3 ans du même fournisseur, du même schéma de montant, et de la même signature l'approuvant à chaque fois. Quelle signature ? Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Celle de mon père. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ma grand-mère, siégeant à ce conseil depuis 40 ans, croyant que chaque dollar de ce fonds allait à une aile d'hôpital et à un fonds de bourse portant le nom de son défunt mari. Je n'arrêtais pas de penser aux enfants de cette aile pédiatrique, ceux dont les photos étaient affichées dans la newsletter de la Fondation, souriant dans des fauteuils roulants et des blouses d'hôpital, à côté de légendes remerciant les donateurs pour leur générosité. Je me suis mariée le lendemain quand même. Je veux être honnête à ce sujet, car ce serait une meilleure histoire si j'avais pris d'assaut l'hôtel avec des impressions papier. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai remonté l'allée sans mon père, parce qu'il s'était déjà présenté à mon hôtel ce matin-là, exigeant que je règle le désordre des invitations. Et je lui ai dit non. Et il m'a dit que j'avais toujours été difficile. Et je lui ai fermé la porte au nez sans un seul mot sur Renata Osei, car il y a des combats qu'on ne commence pas avant d'être prêt à les finir. Ma grand-mère est venue. Ma sœur est venue, lors de la réception, ivre de courage pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, s'est excusée dans un micro pour toute une vie passée à choisir le côté facile. J'ai épousé Daniel sous un magnolia, avec 73 invités qui avaient refusé qu'on leur mente. Ma mère était assise dans une salle de bal vide de l'autre côté de la ville, avec 11 personnes et un gâteau pour 100. Je me suis permis d'en profiter pendant une nuit exactement. Puis, le lundi matin, 3 jours après mon mariage, j'ai appelé Renata Osei moi-même. Elle a été surprise de m'entendre et encore plus surprise quand je lui ai dit qui j'étais et ce que j'avais vu. L'éthique professionnelle l'empêchait de m'en dire beaucoup au téléphone, mais elle n'en a pas eu besoin. Son silence, et la manière prudente dont elle a dit « Je vous encourage à parler directement avec le conseil d'administration, et peut-être avec un conseiller juridique », m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une rumeur. C'était déjà un fil sous tension, et elle se tenait aussi loin que son travail le lui permettait. J'ai trouvé mon propre avocat dans la semaine. Pas un avocat spécialisé en divorce, pas encore, même si je n'aurais pas blâmé ma mère de se poser la question. Un avocat spécialisé en conformité des organisations à but non lucratif, nommé Marcus Felt, un homme trapu et posé dans la cinquantaine, qui avait passé 2 décennies à démêler exactement ce genre de désordre pour des conseils d'administration qui ne voulaient pas croire que leur propre trésorier leur avait menti. Voici ce que je peux vous dire en termes simples, a dit Marcus lors de notre première rencontre, étalant 3 ans de factures transférées sur sa table de conférence, comme un homme qui étale une main perdante aux cartes. Si ces chiffres se confirment, votre mère n'a pas seulement trop dépensé pour quelques fêtes. Elle a construit une relation avec un fournisseur spécifiquement pour blanchir des dépenses personnelles à travers une organisation à but non lucratif. Chaque dollar qui est passé de la fondation à Magnolia Events Group pour un événement qui était en substance une fête privée pour Evelyn Harrington est une violation potentielle de son obligation fiduciaire. Et votre père, en tant que trésorier, signant ces factures sans signaler la divergence trouvée par Renata. Ce n'est pas de la négligence. Les tribunaux appellent ça de l'aveuglement volontaire, et parfois, ils l'appellent quelque chose de pire. De combien parle-t-on, ai-je demandé. L'estimation initiale de Renata est de 61 000 $ pour cette année seulement, mais elle a mentionné un schéma sur 14 mois. Si cela se maintient pour les 3 années complètes où votre mère a été présidente, on pourrait parler de plus de 300 000 $. Je suis restée assise avec ce chiffre jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à un nombre et commence à ressembler à une trahison avec un signe $ attaché. Je voudrais vous dire que j'ai agi vite et proprement après ça. Mais la vérité est plus désordonnée. Pendant 2 semaines, je n'ai rien fait d'autre que de le porter,
car agir signifiait admettre qu'il n'y avait plus aucune version de ma famille à protéger. J'ai regardé ma grand-mère lors d'un déjeuner de la fondation, les regarder se tenir au podium et remercier les donateurs de croire en ce que nous faisons ici, et je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Ce qui m'a finalement fait bouger, ce n'était pas l'indignation. C'était la peur. Aiguë et spécifique. Claire m'a appelé un mardi soir, chuchotant à nouveau, me disant que notre père avait passé le week-end à nettoyer le bureau, à déchiqueter de vieilles factures, à déplacer des fichiers sur un disque personnel. S'il détruisait les preuves papier avant que Renata ne finalise son rapport, il ne resterait rien à prouver, sauf ma parole contre celle de mes parents. Et je savais exactement comment ce concours se déroulerait, devant des gens qui avaient passé 30 ans à croire la version d'Evelyn Harrington de tout. J'ai appelé Marcus à 8 heures le lendemain matin. Il détruit des dossiers, ai-je dit. Combien de temps avons-nous ? Si Renata n'a pas encore déposé son rapport au conseil, nous pourrions n'avoir que 24 heures avant que ce qui reste de la documentation originale ne disparaisse pour de bon, a-t-il dit. Je vous suggère de lui transmettre ce que vous avez déjà, aujourd'hui, par écrit, et je rédigerai un avis formel au conseil cet après-midi. Une fois cet avis envoyé, votre père ne pourra plus régler cela discrètement. Cela deviendra une affaire officielle. 24 heures. C'était la même expression que Renata avait utilisée avec mon père dans son tout premier email, celui qui avait tout déclenché. Et j'ai compris alors que j'avais hérité du compte à rebours de quelqu'un d'autre, sans jamais avoir accepté de courir la course. Ma poitrine était serrée pendant tout le trajet jusqu'au bureau de Marcus. Je vérifiais mon téléphone à chaque feu rouge. M'attendant à moitié à un email de Renata disant que les fichiers avaient déjà disparu. M'attendant à moitié à rien du tout, ce qui semblait en quelque sorte pire. Mes mains n'ont pas cessé de trembler avant la deuxième tasse de café dans sa salle d'attente. Et même alors, c'était un tremblement bas et persistant, le genre que l'on sent plus dans les dents que dans les doigts. J'ai passé cette journée à faire 3 choses à la fois, et mal. J'ai transféré chaque capture d'écran à Renata avec une déclaration signée expliquant exactement comment je les avais trouvées. Je me suis assise dans le bureau de Marcus pendant qu'il rédigeait un avis formel de préoccupation financière au conseil d'administration de la fondation, ma grand-mère incluse. Et j'ai appelé ma grand-mère directement, parce que je ne pouvais pas la laisser lire ces mots, froidement, venant d'un avocat qu'elle n'avait jamais rencontré, à propos d'un gendre en qui elle avait eu confiance pendant 11 ans. Elle m'a écouté pendant un long moment sans m'interrompre, ce qui, de la part d'Elise Harrington, était en soi un signal d'alarme. Quand j'ai eu fini, elle est restée si silencieuse que j'ai demandé si elle était toujours là. « Je suis là », a-t-elle dit. Je suis juste en train de décider à quel point je vais me laisser être en colère, parce que j'ai une réunion du conseil dans 2 jours, et j'ai l'intention d'être utile. Pas hystérique. Elle a fait une pause. Ton grand-père a bâti cette fondation pour que les enfants de cette ville ne meurent pas en attendant une opération que leurs parents ne pouvaient pas se payer. Si Evelyn a utilisé cet argent pour s'acheter des cadeaux pour invités et des arrangements floraux, je veux que son nom soit retiré de chaque document que ce fonds a jamais produit. Tu me comprends ? Peu importe de qui elle est la mère. C'est ta fille, ai-je dit doucement. Elle l'est, a dit grand-mère Élise. Et je l'ai élevée mieux que ça. Ce n'est pas la même chose que de la protéger des conséquences de ce qu'elle a fait avec ce pourquoi je l'ai élevée. La réunion du conseil a été avancée au jeudi, 48 heures après l'envoi de l'avis de Marcus. Je n'étais pas invitée, évidemment. Ni Claire. Mais Renata l'était, et finalement, quelqu'un que personne d'entre nous n'attendait, Dana Whitfield, une enquêtrice du bureau des œuvres de bienfaisance du procureur général de l'État, que Marcus avait discrètement prévenu le jour même où il avait déposé son avis. Parce qu'un avocat en conformité avec 2 décennies d'expérience sait exactement quel régulateur s'inquiète d'une fondation hospitalière avec un trou de 6 chiffres dans ses comptes. Dana Whitfield avait, selon sa propre description ultérieure, déjà vu ce film, mais généralement avec de meilleurs déguisements. Elle avait la quarantaine, une vétéran de 19 ans du bureau des œuvres de bienfaisance, directe de la manière spécifique de quelqu'un qui a passé sa carrière à être poli avec des gens qui lui mentaient en face. Elle a interrogé Renata d'abord, puis Marcus, puis 2 jours plus tard, moi. Je veux être claire sur quelque chose, m'a-t-elle dit,
assise en face d'une table pliante dans un bureau d'état qui sentait la vieille moquette et le café. Votre mère ne va pas en prison pour avoir organisé une jolie fête. Elle est potentiellement en grave difficulté pour avoir utilisé une œuvre de charité pour enfants comme une caisse noire personnelle et avoir laissé un trésorier falsifier des dossiers pour le couvrir. Ce sont des choses très différentes, et j'ai besoin que vous compreniez sur laquelle nous bâtissons réellement un dossier. Je comprends, ai-je dit, et c'était vrai. Il ne s'agissait plus vraiment de mon mariage. Mon mariage était juste la fissure qui avait laissé entrer la lumière. La réunion du conseil elle-même, je n'en ai eu connaissance que par des intermédiaires. D'abord de Claire, qui avait été autorisée à y assister en tant qu'observatrice familiale, puisqu'elle était techniquement encore en assez bons termes avec nos parents pour être tolérée dans la pièce, et plus tard, de manière beaucoup plus détaillée, de ma grand-mère elle-même. Renata a présenté ses conclusions en premier, 3 ans de factures étalées avec l'absence totale de pitié d'une comptable judiciaire, comparant ce que Magnolia Events Group avait facturé à la fondation avec ce que les propres dépôts bancaires de Magnolia Events Group montraient comme reçus d'autres clients privés. Evelyne parmi eux, sous un nom de compte légèrement différent. L'écart, sur 3 ans, s'élevait à 311 000 $. Mon père avait approuvé chaque facture personnellement. Ma mère, selon Claire, a essayé la version d'elle-même qui avait fonctionné sur tous les oncles, cousins et anciens de l'église pendant 35 ans. Elle a pleuré. Elle a parlé d'un malentendu, d'une question de remboursement informel pour le temps qu'elle avait donné à la fondation au fil des ans. Un temps qui, disait-elle, valait bien plus que ce que n'importe quelle facture reflétait. Elle a regardé, a dit Claire, directement notre grand-mère en disant cela, attendant le sauvetage habituel et fiable. Un membre du conseil, un chirurgien pédiatrique à la retraite nommé Dr Harold Ham, qui avait donné ses propres heures de chirurgie à l'aile de l'hôpital pendant 2 décennies sans jamais prendre un centime de l'argent de la fondation, aurait posé une seule question à ma mère avant le vote. Madame Harrington, en 3 ans en tant que présidente des événements spéciaux, pouvez-vous nommer un seul gala, un seul déjeuner, un seul événement où l'invité d'honneur n'était pas vous? Claire a dit que la pièce était devenue complètement silencieuse et que ma mère ne lui a jamais répondu. Il n'est pas venu. Evelyne, a dit ma grand-mère, de la voix plate et portante qu'elle avait autrefois utilisée pour faire taire des déjeuners de charité entiers. Ton père a bâti cette fondation de ses propres mains après qu'un garçon de notre rue est mort en attendant une opération que ses parents ne pouvaient pas se payer. Tu as passé 3 ans à voler des enfants mourants pour payer des arrangements floraux. Je me fiche de la façon dont tu habilles ça. Robert, s'est-elle tournée vers mon père. Tu as signé chacune de ces factures. C'est terminé pour vous ici. Pour vous deux. Le conseil a voté le soir même pour démettre ma mère de ses fonctions de présidente des événements spéciaux et mon père de celles de trésorier, avec effet immédiat, et pour coopérer pleinement avec le bureau des œuvres de bienfaisance du procureur général. Marcus m'a dit plus tard que c'était l'une des actions de conseil les plus rapides et les plus propres qu'il ait vues en 20 ans de métier. Principalement parce que ma grand-mère a mené la réunion comme une femme dégageant des broussailles pour créer un coupe-feu. La partie publique est arrivée 10 jours plus tard, et elle est arrivée comme ces choses arrivent généralement, non pas avec un grand bruit, mais avec un unique communiqué de presse, soigneusement rédigé, de la nouvelle présidente par intérim de la fondation, ma grand-mère, annonçant des changements de direction, et une divulgation volontaire et entièrement coopérative aux régulateurs de l'État concernant des irrégularités financières identifiées par le processus d'audit interne de la fondation. Pas de nom au début. Charleston est une ville assez petite pour que les noms ne soient pas nécessaires. En 1 semaine, le journal local les avait quand même, via une source dont Marcus m'a assuré que ce n'était ni lui, ni moi. Bien que j'aie mes soupçons sur le membre du conseil qui en a finalement eu assez de protéger des gens qui n'ont jamais protégé personne d'autre qu'eux-mêmes. Au moment où l'article est paru sous les noms de mes 2 parents, les conséquences avaient déjà commencé à s'accumuler d'elles-mêmes. Mon père a perdu son siège dans 2 autres conseils d'administration en 1 mois, discrètement. De la manière dont les country clubs et les associations d'affaires agissent toujours discrètement quand ils sentent quelque chose qu'ils ne veulent pas sur leurs propres mains. Le cercle mondain de ma mère, les 140 femmes qui avaient passé une décennie à rivaliser pour savoir quel centre de table de gala avait l'air le plus cher, s'est tu d'un seul coup. Le silence spécifique des gens protégeant leur propre réputation par proximité.
2 donateurs qui avaient personnellement financé l'aile pédiatrique sur laquelle le nom de mon grand-père était encore accroché, ont discrètement demandé que leur nom soit retiré de tout futur matériel de la fondation jusqu'à la conclusion de l'enquête. Une demande que Marcus m'a dit avoir rarement vue accordée aussi rapidement. Le bureau du procureur général de l'État a confirmé une enquête civile ouverte pour manquement à l'obligation fiduciaire et utilisation inappropriée d'actifs caritatifs, avec le nom de Dana Whitfield listé comme enquêtrice principale. La question de savoir si des accusations criminelles suivraient était, à ce que Marcus m'a dit en dernier, une question ouverte que l'État était en train de décider activement, et une question sur laquelle je n'avais plus mon mot à dire, honnêtement, ne voulais plus avoir. Le mariage de mes parents, qui avaient survécu à 35 ans des tempêtes de ma mère parce que mon père les avait toujours, infailliblement, qualifiées d'intelligentes, n'a pas survécu à cela. Il a déménagé en septembre. Je ne le sais que parce que Claire me l'a dit, pas parce que l'un ou l'autre a appelé pour le dire lui-même. Je suis allée voir ma grand-mère une fois que la poussière était retombée en quelque chose qui ressemblait à une forme. Elle était dans la véranda de sa maison, triant de vieilles photographies de la fondation pour un projet d'archives qu'elle avait commencé. Des enfants en blouse d'hôpital souriant à côté de donateurs en tenue de soirée. Mon grand-père sur une photo d'il y a 30 ans, plus jeune que je ne l'avais jamais vraiment imaginé, coupant un ruban pour l'aile de l'hôpital qui a tout commencé. Tu aurais pu détourner le regard, m'a-t-elle dit, sans lever les yeux des photographies. La plupart des gens le font. C'est plus facile. Je sais que ta mère ne te le pardonnera jamais. Je le sais aussi. Elle a finalement levé les yeux. Bien, a-t-elle dit. Cela signifie que tu as compris exactement ce que tu choisissais quand tu l'as choisi. Je pense à cette conversation plus souvent que je ne pense aux invitations de mariage, plus que je ne pense au téléphone qui sonne, à la salle de bal vide ou aux 73 invités qui ont choisi de me croire plutôt que ma propre mère. L'invitation était l'étincelle. C'était mesquin et satisfaisant, et c'est l'histoire que j'ai racontée en premier parce que c'est la plus facile à raconter lors d'un dîner. Mais ce n'a jamais été le véritable incendie. Le véritable incendie était dans une boîte mail que je n'étais pas censé voir, sur un ordinateur portable qui ne voulait pas se connecter à mon Wi-Fi, 3 jours avant mon mariage, et il consume encore le nom de ma famille de manière que nous n'avons pas encore fini de compter. 6 semaines après la réunion du conseil, Dana Whitfield a appelé pour me dire que l'enquête avait été formellement renvoyée, parallèlement à l'affaire civile, au bureau du procureur du comté pour examen d'éventuelles charges criminelles contre mes 2 parents. Elle ne m'a pas dit ce que cela signifiait avec certitude. Elle m'a dit que cela signifiait, pour l'instant, que je devais garder sa carte et qu'un grand jury pourrait éventuellement vouloir m'entendre directement. J'ai raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais changé une ligne sur une invitation de mariage, la même cuisine où j'avais ouvert pour la première fois l'email de mon père par accident, et j'ai réalisé que je n'avais absolument aucune idée si j'étais sur le point de devenir la fille qui a exposé la vérité, ou la fille qui témoigne contre ses propres parents dans un procès pénal. Daniel m'a trouvée assise là 1 heure plus tard, le téléphone face contre le comptoir, et n'a pas demandé ce que Dana avait dit. Il a juste tiré la chaise en face de la mienne et s'est assis avec moi dans le silence, comme il l'avait fait à chaque fois que cette famille avait essayé de me convaincre que le silence était le prix de l'appartenance. Je l'ai regardé et j'ai pensé aux magnolias, à la salle de bal vide et à la voix de ma grand-mère disant « C'est terminé pour vous 2 ici ». Et j'ai enfin compris que j'avais déjà fait le seul choix qui comptait. Tout le reste n'était que de la paperasse. Je ne sais toujours pas laquelle je vais être.